Bonjour et bienvenue dans Le Bonheur me va si bien, le podcast pour les femmes qui souhaitent s'épanouir et construire une vie qui leur ressemble. Je m'appelle Audrey, je suis coach de vie certifiée, business mentor et fondatrice de Ma Cohérence. Ma vie, je l'ai créée et il n'y a rien de magique. Un pas après l'autre, j'ai avancé, testé, recommencé et j'ai fini par trouver ma cohérence, cet équilibre entre tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je suis convaincue que nous avons toute la possibilité de trouver cette cohérence. Chacune, nous avons le pouvoir de créer une vie plus en harmonie avec nos valeurs, nos désirs, qui nous sommes profondément. Ma mission, vous l'aurez compris, est de vous guider, vous aider à mieux vous connaître, à vous approprier votre vie pour être plus sereine, épanouie et enfin trouver vous aussi cet équilibre, ce bonheur et cette légèreté. Pour cela, sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des conseils, des outils et méthodes concrètes pour comprendre vos émotions, mettre en lumière vos qualités, oser être vous. En résumé, je vous aide à vous remettre au centre de votre vie et enfin prendre conscience que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Alors, préparez-vous à reprendre votre vie en main. Bonjour et merci d'écouter ce nouvel épisode exceptionnellement. Oui, en cette semaine, nous avons 2 épisodes quasi coup sur coup. Mercredi, donc c'était sur le sommeil. On a parlé de qu'est-ce que l'insomnie, quelles étaient les techniques et méthodes pour mieux dormir. Mais aujourd'hui, j'ai, dans le cadre de l'organisation de sommet des rencontres femmes épanouies qui a lieu d'ailleurs la semaine prochaine, contacté différentes personnes pour organiser une table ronde autour du burn-out. Parce que c'est un sujet que je trouve hyper important, hyper intéressant. Je pense problème sociétal actuel qui est quand même assez prédominant, tout du moins auprès de ma communauté. Et je parle à ma communauté aujourd'hui, donc à vous qui m'écoutez. Et dans le cadre de cette organisation, j'ai contacté Tolérance du compte Instagram Maman en Burnout. Et de fil en aiguille, durant nos échanges, on s'est dit que c'était plus intéressant, plus pertinent de faire un épisode de podcast plutôt que Tolérance vienne participer à cet événement. Pourquoi? Parce que cet épisode de podcast, il va rester là longtemps. Et vous allez pouvoir l'écouter, le réécouter à volonté. Donc, parce que les conférences du sommet sont disponibles pendant 48 heures en replay. Mais là, c'est un sujet bien trop important pour qu'il soit coupé au bout de 48 heures. Donc, avec Tolérance, là, on va parler du burn-out parental, du burn-out maternel, essentiellement qu'elle a vécu. On va parler aussi de dépression postpartum, de la différence entre les deux. Quels sont les signes, les symptômes, les facteurs qui accélèrent, quoi faire, les conseils. Vraiment, c'est un épisode, je crois, les plus longs que j'ai enregistré qui doit faire 1 heure. Mais écoutez-le et écoutez-le jusqu'au bout. J'ai envie de vous dire, c'est vital pour certaines femmes là qui m'écoutent aujourd'hui. Mais à la fin, je m'adresse aussi aux personnes qui ont des personnes dans leur entourage, que ce soit famille ou amis, qui sombrent, qui sont dans ce burn-out, dans cette fatigue, dans cet épuisement, dans ce drame en fait qui se noue au sein de foyers parfois. Parce que oui, là, on s'adresse essentiellement à ces femmes ou à ces hommes qui sont au cœur de cette tempête, de ce mal-être. Mais on a quand même eu aussi un mot pour tous les autres. Vous ne pouvez pas les sauver, vous n'êtes pas leur sauveur, mais vous pouvez leur tendre la main. Et ça, on vous le redit. Donc, parce que parfois, on est complètement désarmé et démuni de voir des personnes qui sont dans des situations, on se dit, mais quoi faire? Donc, avec Tolérance, on vous parle de ça. C'est important. Écoutez cet épisode jusqu'au bout. Venez nous contacter si besoin. Envoyez votre SOS et je vous retrouve moi pour la conclusion juste après. Bonjour Tolérance. Bonjour, comment ça va? Ouais, ça va bien, ça va beaucoup, ça va bien. Je suis contente de t'accueillir sur le podcast aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est pour moi très très important, tout comme pour toi. Et j'aimerais pour débuter justement que tu commences par nous parler de toi, de ton histoire, qui tu es. Écoute, je m'appelle Tolérance, donc je viens d'avoir 40 ans, je suis maman de 2 enfants qui ont 4 ans et 10 ans. Et je suis la créatrice du compte Instagram Maman en Burnout, que j'ai créé il y a déjà un peu plus de 2 ans, au moment où j'ai fait un burn-out maternel. Et donc, ce compte, je l'ai créé au moment où j'ai été en arrêt maladie. Voilà, parce que je me sentais très seule à ce moment-là, je me sentais démunie et j'avais finalement pas beaucoup de monde à qui en parler. Et puis, je me suis mise à chercher un petit peu sur les réseaux sociaux. On entendait à l'époque beaucoup parler de dépression, du postpartum. Et je trouvais que c'était pas du tout la même chose et qu'en fait, je trouvais qu'on confondait
beaucoup la dépression et le burn-out parental, même s'il y a des similitudes. Et donc, du coup, bon, c'est vrai que moi, en tant que professionnelle de santé, puisque je suis cadre de santé de profession et que je suis aussi dans le domaine de la santé mentale, c'est vrai que ça m'a tout de suite interpellée. Je me suis dit, ben, pourquoi pas juste parler de ce que j'ai vécu et de ce que je suis en train de vivre. Et puis, bah, ça parlera ou pas à certaines mamans, mais peut-être que ça pourra leur faire du bien. Donc, voilà comment le compte Maman en Burnout a débuté. Alors, j'ai eu aussi beaucoup de phases où je n'ai pas du tout écrit sur ce compte parce que tout simplement, j'en étais pas capable. J'étais beaucoup trop mal. Chez moi, le burn-out parental, il a apparu 1 an après la naissance de mon fils, donc mon deuxième enfant. J'ai eu 1 an compliqué, on va dire, mais j'ai eu l'impression de tenir bon jusqu'au 1 an de mon fils. Et puis après, je crois que tout s'est accumulé, c'est-à-dire la charge mentale du quotidien, mon travail en tant que cadre infirmière, les absences de mon conjoint qui est officier militaire, la charge du premier enfant aussi, qu'on ne veut pas oublier, le perfectionnisme qu'on a autour de tout ça. C'est-à-dire que moi, j'avais vraiment à cœur que tout soit parfait chez moi. C'est-à-dire ça partait de la maison, de la nourriture, Oui. les activités, les sortir au parc, voilà, avoir une vie sociale aussi. Moi, de mon côté, être performante au travail, ça a été vraiment un mélange de tout. Et je crois que tout simplement, je n'ai pas tenu ce rythme parce que c'est impossible de le tenir. Mais à cette époque-là, je ne me rendais pas compte. Je ne me rendais pas compte. Pour moi, c'était important de tout ce que je faisais, en fait, c'était vraiment pour le bien de mes enfants. Et je ne me rendais pas compte qu'en fait, à côté de ça, je me détruisais, en fait. Je me détruisais et je ne m'en rendais pas compte. Et j'étais finalement très malheureuse dans mon rôle de mère. Et puis, bon, j'ai un fils aussi qui a pas fait ses nuits De bonheur. voilà, pendant des années. D'ailleurs, il vient à peine de faire ses nuits, il a 4 ans. Donc, en fait, voilà, un manque de sommeil terrible, un manque de soutien aussi. Je crois qu'il ne faut pas avoir honte et peur de le dire. Moi, j'ai eu beaucoup honte pendant longtemps de parler de ce que je vivais au sein de mon propre foyer, mais je crois qu'il faut vraiment déculpabiliser les mamans sur ça. Voilà. Moi, j'avais pas d'aide à la maison et j'ai pas honte de le dire. J'étais seule, mon conjoint les nuits, voilà. Je disais peut-être que moi je travaille, donc elle travaille pas, donc c'est à elle de se lever. Et en fait, je pense qu'on était tous les deux dans l'erreur. Moi, dans l'erreur d'accepter ça, et lui dans l'erreur de se dire voilà, Oui. comme je ne travaille pas, je ne suis pas fatiguée. Tu as dit plein de choses hyper intéressantes et j'aimerais justement qu'on revienne. Là, je suis en plus, j'ai ton compte Instagram sous les yeux. Il y a une phrase qui me tilte. Nous avons besoin de lire et d'entendre que le burn-out parental existe et qu'il est légitime. Et on va revenir là-dessus parce que, on le sait toutes les deux, le terme burn-out est officiellement reconnu uniquement pour le burn-out professionnel. Et on est toutes les deux d'accord sur le fait que le burn-out parental, oui, ça existe, burn-out maternel, l'épuisement dû à cette charge. Et tu en as parlé aussi très bien en disant notre perfectionnisme, le cadre que l'on s'impose, notre éducation font qu'à un moment donné, oui, la famille, ça peut nous épuiser. Même si on adore nos enfants, même si ça nous épuise. Et cette différence aussi entre la dépression postpartum et le burn-out, qui sont deux sujets. D'ailleurs, comment tu différencierais ces deux thématiques, ces deux sujets très très importants et qui sont aujourd'hui beaucoup tus? On ne parle pas aux personnes qui veulent devenir maman de ces deux sujets qui sont pourtant prédominants, comme on parle pas beaucoup, comme on parle pas des fausses couches, toutes ces choses qui ne sont entre guillemets pas belles autour de la parentalité et de la maternité, ce que je trouve fort dommage parce que quand ça nous arrive, ça nous tombe dessus, on se retrouve seul, on culpabilise et on s'en veut, alors que on est tellement nombreuses à vivre l'un de ces trois événements et que toi, tu as su ouvrir la parole, tu as su ouvrir le dialogue grâce à ton compte Instagram. Et comment donc du coup tu différencies voilà, dépression postpartum et le burn-out, qu'on va dire maternel ou parental? Alors, déjà, la dépression du postpartum est inscrite au DSM-5. DSM-5, c'est ce qui caractérise les signes cliniques en santé mentale. Et donc, ça veut dire que c'est une pathologie, une maladie qui est reconnue. Donc ça, c'est important parce que le burn-out, que ce soit professionnel, parental ou autre, n'est pas inscrit au DSM. Donc, en fait, souvent, il y a une confusion entre les signes d'une dépression et d'un burn-out parce que certains signes sont similaires.
Mhm. La dépression du postpartum, elle se distingue aussi de la dépression. Donc, tu vois, il y a beaucoup de choses à Oui. distinguer. Parce que c'est vrai qu'on lit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, mais beaucoup de choses sont fausses. Mhm. La grande particularité de la dépression du postpartum, c'est son apparition chez des jeunes mamans suite à la naissance d'un enfant, qu'il s'agisse du premier ou non. La dépression du postpartum, elle survient en général au cours des à peu près 4 semaines suivant l'accouchement et peut durer pendant les 9 premiers mois. Et maintenant, on sait que ça peut durer au-delà. Au-delà, oui. La différence avec le burn-out parental, c'est que quand même, le burn-out parental peut arriver également après la naissance d'un enfant. Ça, on oublie beaucoup de le dire, mais ça peut arriver dans cette période du postpartum, là, au tout début. Mais ça peut aussi arriver bien longtemps après. C'est-à-dire qu'on retrouve des cas de burn-out parental chez des parents qui ont à charge des grands enfants, des Oui. enfants adultes, des enfants adolescents. Donc, c'est là où vraiment il y a une vraie différence que je trouve qui est importante à souligner, c'est que le burn-out parental peut arriver tout le temps, en fait. Oui. Donc ça, c'est vraiment très important de le dire. Après, il y a une symptomatologie assez précise du burn-out parental qu'on ne va pas retrouver dans la dépression du postpartum, par exemple. Mhm. Je vais donner un exemple, je ne peux pas tout citer, mais le burn-out, lui, il est propre à la relation que l'on entretient avec ses enfants, ainsi qu'à la cellule familiale. Oui. La dépression du postpartum, elle survient après la naissance, jusqu'au 1 an de l'enfant, mais on est en atteinte sur d'autres thèmes que la famille et la cellule familiale. On est beaucoup plus dans la dépression. Enfin, moi, je le ressentais comme ça, beaucoup plus dans l'émotionnel, presque Oui, son tout à histoire fait. familiale aussi. Enfin, il y a d'autres choses Oui, qui se jouent derrière vraiment cette sensation de, ouais, c'est pas une perte de sens. Enfin, moi, j'ai pas été, voilà, je l'ai vécu. Après, oui, ce côté, j'aime pas mon enfant, j'ai pas ressenti cette vague d'amour qu'on m'avait dit que je devais ressentir après la naissance. ouais, Et puis ouais, les hormones qui font flagada, flagada, flagada. Du coup, je perds pied, quoi. Je perds pied avec mes émotions. ouais. Je suis plus. Et moi, je le vois. Enfin, tu me dis si je me trompe, bah, c'est toi la professionnelle. Mais moi, je l'ai vraiment ressenti comme ça. C'était cette dépression en mode mes émotions, mes hormones, mes ressentis sont complètement faussés, très négatifs. Ouais, on dit de la dépression et aussi également de la dépression du postpartum que ça affecte tous les aspects de la vie de la femme. Donc, ce que tu exprimes, c'est vraiment ça. C'est en termes d'émotion, effectivement, c'est beaucoup plus large que le burn-out parental où c'est vraiment centré sur le quotidien avec les enfants et la cellule familiale. Et le Tu foyer. vois ce que je veux dire? Tout à fait. Le foyer qui est une. Enfin, on va parler de charge, en fait, hein, qui nous mange, qui nous prend notre énergie. C'est ça le burn-out, Voilà. on se grille de Voilà. l'intérieur. Il y a aussi, dans la dépression du postpartum, on dit souvent qu'elle est sujette à débat dans la communauté scientifique parce que certaines soutiennent qu'elle résulte de facteurs hormonaux, Oui. d'autres d'une accumulation de stress et d'autres encore d'un mélange des deux. Donc, tu vois, en fait, moi, je dis souvent que chaque burn-out a sa spécificité et je crois que pour la dépression du postpartum, c'est pareil. Pareil. Il y a des choses, bien sûr, il y a des symptômes cliniques assez précis qui permettent de poser des diagnostics par un médecin ou une psychologue et personne d'autre. Ça, c'est important pour moi de le placer là. Oui. Mais après, chaque burn-out est différent, chaque personne et chaque histoire est différente. Et du Oui. coup, il n'y a pas qu'un type de burn-out. Moi, quand je parle de mon burn-out, souvent, les mamans me disent oui, moi j'ai pas eu ça. Mais je dis c'est tout à fait normal. Hein. De toute façon, c'est-à-dire, moi, je peux ressentir une certaine difficulté dans mon quotidien avec mes enfants, spécialement centrée sur les devoirs, par exemple. Je te donne un exemple. Oui. Et une autre maman n'aura aucun souci par rapport aux devoirs. C'est pas quelque chose qui va la peser. C'est pas quelque chose qui, chez elle, l'épuise au point de se dire, waouh, là, c'est vraiment trop difficile. Mais par contre, dans un autre domaine, elle sera beaucoup plus en difficulté. Tu vois, donc c'est vrai que, voilà, on dit aussi que par rapport au burn-out parental, il peut aussi y avoir une symptomatologie qui est là et vraiment marquée. C'est vraiment par phase. C'est-à-dire que le burn-out parental, ça ne fonctionne pas, on n'a pas un épuisement et tout le reste en même temps. Tu vois ce que je veux dire? Ça a Oui. été prouvé par les chercheuses qui ont vraiment travaillé sur le sujet. Ça évolue par phase. Donc le burn-out, c'est un syndrome tridimensionnel qui est insidieux et progressif et qui fonctionne par phase. Ça, c'est vraiment très important de le comprendre pour le repérer justement. Donc on a une première phase qui est l'épuisement physique.
émotionnel et cognitif, qui est vraiment en lien avec la parentalité. En gros, parent, il n'a plus d'énergie pour assurer le rôle parental. Il est en mode, mais vraiment survie. C'est-à-dire que tu fais tout ce qu'il y a à faire, mais en fait, tu le fais parce que tu n'as pas le choix. Mais si tu avais le choix, tu laisserais tomber. Ok. Voilà, ça c'est vraiment la première phase. La deuxième phase, c'est la distanciation affective avec les enfants. Ça, c'est vraiment un désintéressement du parent envers ses enfants. C'est-à-dire que moi, je l'ai vraiment vécu, et moi, c'est dans cette phase-là où je me suis vraiment alertée. C'est-à-dire que j'avais plus du tout envie d'être avec mes enfants. Je cherchais des stratégies pour ne plus être avec eux. Voilà, le terme juste, c'est celui-là. Et quand t'en es à ce point-là, c'est que vraiment ça ne va pas du tout, parce que nos enfants, on les aime à en mourir. Oui. On les aime à en mourir, et même là, en t'en parlant, j'en suis émue, parce que je les aime tellement, et que ça me paraît tellement fou d'avoir été tellement mal à ce point-là. Mais je crois que c'est important de dire aux mamans qui traversent ça que ça arrive. C'est pas forcément de notre faute, mais que ça arrive, et que quand on en est à ce point-là, il faut vite, vite, vite consulter. Vite consulter, parce qu'on va après arriver dans une escalade qui va être un sentiment de contraste entre le parent que l'on souhaitait être ou que l'on rêvait d'être et le parent qu'on est. C'est-à-dire, on a l'impression d'être un mauvais parent, et on a l'impression de ne pas gérer notre quotidien, etc. Alors qu'on rêvait tellement d'autres choses. On pensait tellement que la parentalité allait être belle et douce. Et en fait, on est plongé dans un désarroi tel que ce n'est pas possible, en fait. C'est juste pas possible. Ça, c'est vraiment les symptômes du burn-out qui sont assez marqués. Et puis après, la troisième phase, c'est vraiment la saturation dans le rôle parental et la perte du plaisir qui peut avoir des répercussions, là pour le coup, très très graves, des conséquences sur les enfants, des violences verbales, physiques, des conséquences aussi sur les parents. On peut tomber, il y a des parents, ça a été prouvé par les études, on peut tomber en dépression, parce que c'est une des complications du burn-out parental, c'est la dépression. On peut tomber dans les addictions. Donc voilà, c'est pour ça qu'on dit souvent que le burn-out parental a des conséquences graves. Oui, graves en premier sur l'enfant, mais également sur le parent. Sur soi. Là, si je reprends, tu nous as parlé donc des 3 étapes. La première qui est cette fatigue, cet épuisement, cette chose où en fait on agit par automatisme, par obligation, et parfois obligation que l'on se met soi-même. On soit aussi d'accord là-dessus. En mode, voilà, je fais le robot, quoi. Je ne réfléchis même plus, je ne ressens plus, je ne perçois plus vraiment les choses, j'agis. Deuxième étape, ce côté aussi où nos enfants nous puisent de notre énergie et notre corps est en mode système d'alarme, tu n'as plus d'énergie, presque, c'est ça. Et que par conséquent, on met en place tout un tas de stratégies pour éviter de passer du temps avec ces êtres qui nous sont si chers, qui sont la prunelle de nos yeux. Et là, je pense qu'il y a aussi la culpabilité parfois. Enfin, il doit y avoir un système là. C'est notre corps qui se met en autodéfense, mais il y a aussi les émotions, le mental qui agit. Enfin, il y a une dualité qui se crée à ce moment-là en mode de culpabilité. Et la troisième étape, c'est l'effondrement presque en fait. Oui, vraiment, quand tu arrives au stade de la saturation, c'est l'effondrement. C'est-à-dire que moi, dans cette phase-là, la stratégie, c'était fuir. Je ne pensais qu'à ça. Oui. Comment faire pour ne plus être avec eux, parce que j'avais cette peur aussi d'être maltraitante, parce que honnêtement, je veux dire, c'est très dur à dire, mais c'est une vérité, et aussi parce que je pensais que j'allais crever d'épuisement, quoi, en leur présence. J'avais vraiment un sentiment, je me souviens, je me répétais cette phrase en moi. Je vais crever, quoi. Je vais crever d'épuisement. Je n'arriverai pas à m'en sortir. J'avais des moments, tu sais, où je devais aller, même en arrêt maladie, j'étais en arrêt maladie au début, je devais aller récupérer mes enfants à l'école. Et en fait, j'ai des images de moi allongée sur le lit. Et en fait, je devais les récupérer à 16h30 et à 16h25, j'étais toujours allongée. Alors que je m'étais dit plus de 10 minutes pour aller les récupérer. Et à chaque fois, je me disais, j'arriverai jamais à aller les chercher. J'arriverai jamais à trouver le courage d'aller les chercher. Et parce que je suis épuisée et parce que ce qui m'attend derrière avec eux, c'est l'enfer. Tu vois ce que je veux dire? J'en étais vraiment à ce point-là. C'est pour ça que souvent, j'aime bien expliquer que, non, en fait, c'est pas une simple fatigue, le burn-out parental, c'est pas une simple fatigue, et c'est important de le marteler tant qu'on peut et de le diffuser parce qu'en fait, moi, longtemps, je me suis dit, c'est qu'une simple fatigue. Et en fait, j'aurais dû m'alerter beaucoup plus tôt, beaucoup plus tôt.
voilà, j'étais un peu aveuglée. Il y a aussi les injonctions aussi de la société autour de la femme et de ce qu'on attend d'elle. Et qui pousse aussi à ce perfectionnisme. Moi, je dis souvent, je suis pas née perfectionniste, pardon. Je suis perfectionniste parce que tout simplement, la société veut ça de nous aussi. Il faut pas l'oublier, la charge mentale, elle pèse sur nous. Le regard de la société concernant les enfants, il est tourné vers la mère. Que fait la mère? Que les gens se demandent, mais que fait la mère? Comment ça se fait que l'enfant n'est pas bien habillé? Comment ça se fait que l'enfant ne mange pas de légumes? On se retourne vers la mère, on ne va jamais se retourner vers les pères. C'est en tout cas très peu. Ce n'est que maintenant qu'on commence à parler un peu vraiment de charge mentale, de la répartition des tâches, que les pères commencent un petit peu à prendre leur part, mais pas assez. On le sait bien que les chiffres sont quand même assez minimes à ce sujet et que voilà, on est peut-être passé de 71% à 65% en termes de répartition. C'est encore trop peu. Surtout, comme dont toi, ton mari est absent puisque militaire, moi, le mien est aussi souvent absent. Donc, de toute façon, quand ils ne sont pas là, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Ils sont pas là. Donc, voilà. on gère ce qu'on peut gérer. Et un point important, on va parler des signaux d'alerte pour éviter quand même, parce que c'est vrai que d'en arriver à la phase 2 ou 3, on préfère éviter cette phase où nos enfants nous insupportent, où justement on a cette peur, parce qu'on se voit presque violente vis-à-vis d'eux. On se voit leur dire des mots, ou ça peut arriver de dire des mots à ses enfants, ça peut servir de mettre une fessée parce qu'on est à bout. Et ça, c'est le truc hyper difficile à gérer après émotionnellement, qui ne fait qu'empirer les choses. Donc, tu l'as dit, et je vais le redire, on se fait aider, on se fait accompagner par des professionnels qui sont spécifiques à ça. Moi, en tant que coach, aujourd'hui, je ne suis pas la meilleure personne pour accompagner des femmes qui sont qui sont en pré-burnout ou en burnout maternel. Ça dépend du stade, mais il y a des psychologues, il y a des gens qui sont là, qui sont dédiés à ça. Ouais, là-dessus, je voudrais quand même revenir là-dessus. Je pense que c'est important d'expliquer, sans être contre les coachs ni rien, mais je veux dire, une personne malade doit être inscrite dans un parcours de soins. Oui. Et ça, c'est important de le dire. Une personne qui se casse une jambe, elle va être inscrite dans un parcours de soins pour qu'on répare sa jambe. Je fais très court, je schématise, mais c'est la même chose. Si on veut que la santé mentale soit prise en compte et considérée comme une maladie aussi importante qu'une maladie physique, c'est important d'inscrire le burn-out parental dans un parcours de soins. Et ça n'empêche pas aux gens, en fonction de leur sensibilité, en fonction de ce qui... Voilà, de leurs émotions, de leur mode de vie aussi, parce qu'on est tous différents. Moi, le yoga, je suis pas sensible, par exemple, mais je sais que ça fait beaucoup de bien à beaucoup de mamans qui me suivent. Oui. La sophro, c'est pas mon truc, mais je sais que ça fait beaucoup de bien aux mamans en burn-out. Ça veut pas dire qu'il ne faut pas être inscrit dans un parcours de soins. Et ça, c'est très important, parce que si on n'est pas inscrit dans un parcours de soins, je pense qu'il y a un risque de récidive. Voilà, tout simplement, même si le risque des récidives existe quand même, mais c'est important d'être encadré quand on récidive. Et on peut avoir besoin aussi d'être traité, médicalement parlant, d'avoir besoin d'un traitement. Et ça, ce n'est qu'un médecin, même un psychologue ne peut pas vous prescrire un traitement. Donc, voilà pourquoi j'insiste, moi, sur le parcours de soins, qui est pour moi la base, c'est on va voir son médecin traitant. Si on n'en a pas un, on essaye d'en trouver un. Et ensuite, on se fait rediriger par son médecin traitant auprès d'une structure qui peut être un centre médico-psychologique, auprès d'un psychiatre, auprès d'une psychologue. Enfin bref, c'est le médecin qui décidera de la prise en charge. Mais je crois que c'est important de le dire. Parce que souvent, les gens me disent « Ouais, mais je ne sais pas par qui être prise en charge. » Déjà, commençons par le début. As-tu un médecin traitant ? Et en fait, souvent, les gens sont très étonnés de dire « Ah bon, tu penses que mon médecin traitant… » peut faire quelque chose? Oui. En fait, moi, j'ai vraiment été suivie intégralement par mon médecin traitant. Donc, c'est possible. Il faut tomber sur de bons médecins. C'est ça. Et ça devient compliqué dans certaines régions. C'est très compliqué. Des médecins. Mais c'est la base. Et c'est pour ça que je voulais vous en reparler aujourd'hui. On va faire une différence. Moi, coach, je suis là pour vous faire avancer. Mon job à moi, c'est de vous faire avancer. En état de pré-burnout ou de burnout, vous ne pouvez pas avancer. C'est pas plus compliqué que ça, en fait. Donc, un coach va vous demander de l'énergie. Un coach va vous faire aller vers quelque chose. Quand vous êtes en burn-out, vous n'allez pas vers. Vous vous recentrez sur vous, vous régénérez, vous retrouvez de l'énergie. Je sais qu'il existe des accompagnants qui sont spécialisés dans le burn-out. Je ne critique pas leur choix. Mais ce ne sont pas des personnes qui vont pouvoir vous donner
le médicament qui va vous aider à vous relever. Un suivi peut-être qui va vous orienter en disant peut-être qu'il serait peut-être aller voir une diététicienne, une nutritionniste pour avoir une hygiène de vie alimentaire, etc. Il y a plein de choses. Il y a un parcours. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour de la santé mentale. Il y a le mot santé dans santé mentale. Ce n'est pas juste du bien-être et du mieux-être. On a vraiment une détresse qui peut être psychologique, psychique importante dans ces cas-là. Et l'humain, c'est ce qui est le plus précieux, c'est ce qui est le plus sensible aussi, donc on ne fait pas n'importe quoi. Tout à fait. Et si justement on en revenait maintenant, alors, pour éviter d'aller juste trop loin, quels sont les signes, toi, Tolérance, que tu dirais aujourd'hui, là, attention, sonnette d'alarme, ces symptômes-là, écoutez-les, si vous ressentez ça, s'il y a ça dans votre vie, prenez le temps de prendre du recul et peut-être que, ce serait quoi? Si tu devais en citer 4-5. Alors, c'est une liste non exhaustive que je vais vous donner et je m'appuie toujours sur les 2 chercheuses qui ont écrit et publié beaucoup d'articles sur le sujet, qui sont Isabelle Roskam et Moira Mikolaj. Donc, ce qui est important, c'est se dire qu'il y a des symptômes qui paraissent assez basiques comme ça, mais si c'est chronique, c'est-à-dire au-delà de 3 mois, et qu'on ne s'en sort pas au-delà de 3 mois, c'est des signes avant-coureurs. Donc, il y a la fatigue intense, il y a des troubles du sommeil. J'ai du mal à m'endormir, mais aussi, je me réveille très tôt le matin et j'ai des réveils nocturnes. Une perte d'appétit, une prise de poids aussi. On parle beaucoup des kilos émotionnels, ça en fait partie. Des troubles somatiques divers, c'est-à-dire un mal de dos, des céphalées persistantes. Je crois que c'est vraiment très important de repérer ces troubles somatiques parce que déjà, premièrement, ça peut être lié à une pathologie sous-jacente qui est en train d'arriver et du coup, c'est important quand même de s'alerter et d'aller consulter. Mais du coup, en consultant, on peut se rendre compte que au niveau des examens, les premiers examens, il n'y a rien. Et donc, s'il n'y a rien, c'est peut-être qu'au niveau psychologique, il y a quelque chose. Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut faire le lien entre les troubles somatiques et le côté psychologique. Une difficulté de concentration, une difficulté à réfléchir. Moi, je me souviens que je ne lisais plus, je me trouvais moins performante au travail, je me sentais laborieuse, et ça ne me ressemblait pas vraiment. Donc voilà, je pense que ça, c'est des signes à repérer. Quand on se rend compte que les tâches du quotidien vraiment commencent à être insurmontables, c'est-à-dire tout, je parle de tout, vraiment se lever le matin, s'occuper de ses enfants, faire leurs devoirs, aller les chercher à l'école, tout, faire le bain. Quand ces tâches-là commencent à être vraiment insurmontables, c'est qu'il y a peut-être un souci. Voilà. Quand on commence à ressentir une perte de plaisir dans les moments passés avec ses enfants, on en parlait tout à l'heure, ça c'est un signe d'alerte. Une perte d'implication dans l'éducation et le soin de ses enfants aussi. Ça rejoint l'item d'avant. Une diminution aussi des démonstrations d'affection. Je crois que c'est vraiment hyper important. Ça rejoint la distanciation affective. Avant d'arriver à ça, quand on sent qu'on n'a plus trop envie d'être en contact, même physique, avec ses enfants, ou même ne fût-ce qu'être dans la même pièce, ou d'entendre le son de leur voix, je crois que c'est important de s'alerter. Là, est-ce qu'on n'est pas déjà à la phase 2 quand on a ce côté un peu répulsion, ce côté un peu, tu vois? Si c'est pas chronique, voilà, ça peut arriver à n'importe quel moment d'en avoir un peu marre, de se dire, voilà, non, mais là, voilà, entendre les cris, là, j'en peux plus. Mais ça, voilà, après, si ça, au bout d'un mois, ça va mieux, voilà. Il y a ce côté vraiment chronique dans le burn-out, c'est que c'est des symptômes qui perdurent dans le temps. Perdurent au-delà de 3 mois, tu l'as dit. Ouais, voilà. Et après, il y a tout ce qui est, moi, symptômes, on en a parlé, tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est tous ces sentiments de culpabilité, d'ambivalence maternelle, de perte d'estime de soi, d'envie de fuir, le sentiment d'avoir échoué en tant que parent. Ça commence à un peu ruminer là dans votre tête. Je pense que c'est important de consulter et d'en parler à quelqu'un qui pourra vous dire, bon voilà, ça peut arriver, vous n'êtes pas dans une phase aiguë, voilà, il est temps de prendre du temps pour vous, et des personnes qui vont vous guider, vous accompagner pour ne pas justement sombrer et arriver dans ces 3 phases. D'accord. Donc déjà, on est d'accord. Plutôt parce qu'il faut se rendre compte que le burn-out a des conséquences, des séquelles
entre guillemets, à vie. Tu l'as dit aussi au tout début. Ça peut être sur ses enfants. Je veux dire, quand on devient en conflit, quand ses enfants se sentent rejetés, voilà, c'est même pas entre Rejeté. guillemets, c'est ça. Ça a des conséquences donc, sur leur attachement, etc. Et leur évolution, estime et confiance. Mais aussi, c'est aussi nous, en tant que maman, ça laisse des séquelles, autant émotionnelles, physiques. Vos batteries d'énergie ne se remettent parfois jamais vraiment à flot. J'ai accompagné plusieurs femmes qui sont sorties de burn-out, qui ont été aidées. Et il y a aussi, quand vraiment on arrive à ce point de non-retour, faire le deuil de la femme que l'on était. Ça, c'est dur aussi. Je pense que c'est vraiment un travail qui est très, très long. Et même au-delà, même après en être sortie, je pense que c'est un travail que moi, personnellement, je continue encore. C'est-à-dire que je dis souvent que je ne suis plus la même depuis mon burn-out, depuis que je m'en suis sortie. Et je crois que je ne pourrais plus être la même parce que quand on a traversé ça, c'est tellement marquant, c'est tellement déstabilisant, c'est tellement triste aussi ce qui nous arrive à ce moment-là. À la fois pour nous et pour nos enfants et pour toute la cellule familiale, pour le couple parental aussi. Donc, je crois que vraiment, oui, on n'est plus le même. Et il y a un vrai travail derrière qui n'est pas à négliger de reconstruction. Oui. De reconstruction et moi, je dirais, une nouvelle façon d'être parent. Voilà, c'est un vrai travail sur sa parentalité, sur sa façon de voir les choses. Moi, je prends maintenant les choses avec beaucoup de détachement. Je peux lire un article sur les écrans, comme quoi les écrans, c'est pas bien. Si je considère que moi, j'ai besoin de mettre les écrans à mes enfants, je n'ai aucun souci avec ça. Et je ne suis plus aucun courant éducatif trop marqué parce que je pense que ces courants éducatifs, à un moment donné, ont fait du mal. Ça a d'ailleurs été prouvé et dit par les chercheurs sur le burn-out parental. Je pense qu'à un moment donné, de trop suivre ce que font les autres et de pas assez s'écouter, oui, ça peut aussi être un facteur déclenchant. Voilà. Ça, c'est dit et je suis tout à fait d'accord. S'écouter. Et d'ailleurs, là, parce que ça, c'est une des clés, en fait. Ça, c'est une des clés pour éviter d'arriver à cette situation de non-retour. Oui. S'écouter. Qu'est-ce que tu donnerais comme clé, justement, aux femmes qui nous écoutent et qui se sentent là, qui se sont dit, mais c'est ce que je vis, c'est ce que je ressens, qui en sont en phase 1, 2, et si c'est la phase 3, pour moi, c'est déjà, là, il est vraiment important de se faire aider et accompagner. Donc, les clés, c'est la personne qui vous accompagnera, qui vous les donnera à ce moment-là. Mais pour les femmes qui sont là, en phase de pré-burnout, qui s'enfoncent doucement, mais sûrement, et qui vont droit à ça, qu'est-ce que tu leur dirais aujourd'hui? Quelles sont les clés pour toi qui t'auraient peut-être permis de ne pas arriver à cet arrêt maladie et à cette phase difficile de rejeter tes enfants et de culpabilité en tant que maman d'en arriver là? Ouais, mais tu vois, c'est une des questions les plus difficiles qu'on me pose à chaque fois. Et je suis toujours très embêtée parce que j'ai beaucoup de mal à répondre à cette question. Mais je dirais, ça ne s'applique peut-être pas à toutes les mamans, mais je pense qu'une première étape qui est importante pour moi, c'est l'acceptation. C'est-à-dire que accepter que vous êtes peut-être dans une phase compliquée en ce moment et que non, les petits signes que vous avez déjà repérés, ce n'est pas rien. Voilà, parce que on le sait, hein, on minimise beaucoup de symptômes autour de l'épuisement parce que c'est normal, tu comprends, être mère, c'est difficile. Ben oui, les autres, ils font comment? Les autres aussi sont fatigués. Donc, je me tais et je garde ça pour moi. Je pense que c'est une erreur, c'est l'erreur que j'ai faite. Et donc, du coup, si j'avais un premier conseil à dire, c'est vraiment admettre que ça ne va pas actuellement dans votre vie de maman, repérer l'irritabilité, les ressentis un peu émotionnels, un peu compliqués et difficiles en lien avec vos enfants. Les repérer déjà, c'est une première étape. Deuxième étape et deuxième conseil que je donnerais, c'est vraiment se faire aider. C'est vraiment le conseil le plus bateau qu'on peut lire. Enfin voilà, mais je suis désolée, mais il n'y a pas meilleur conseil que celui-là. Ça paraît vraiment simple et bateau, mais en fait pour moi c'est le plus compliqué à faire. C'est l'étape la plus difficile. C'est entamer un suivi médical, c'est prendre son téléphone et admettre au fin fond de soi que ça ne va pas et qu'on a besoin d'aide. Et il n'y a pas plus difficile que ça, mais c'est le conseil que je pourrais donner, c'est vraiment se faire suivre. Je suis moi-même cadre infirmière en santé mentale et je n'ai pas pu me sauver toute seule. Et personne ne peut se sauver tout seul. Je pense qu'on a besoin d'aide. On a besoin d'aide. Et donc, je pense qu'il faut vraiment consulter. Donc, soit se faire aider par une amie de confiance pour être accompagné lors d'un premier rendez-vous, se rapprocher d'associations, chercher, voilà, n'hésitez pas même moi à me contacter sur ma page Instagram pour me demander, voilà, je peux toujours essayer de réorienter les mamans, c'est ce que je fais.
Mais en tout cas, il faut consulter. Il faut consulter. Il n'y a pas d'autre solution. On l'a dit tout à l'heure, le suivi peut être réalisé par votre médecin traitant ou par d'autres structures si votre médecin traitant n'est pas bienveillant. Il y a des groupes de parole qui existent, il y a des ateliers d'écriture aussi qui font beaucoup de bien. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais en premier, c'est vraiment s'inscrire dans un parcours de soins, comme on l'a dit tout à l'heure. Après, j'ai un troisième conseil, c'est à un moment donné, il va quand même falloir essayer de cheminer et de comprendre ce qui s'est passé, ce qui se passe dans votre rôle parental. Moi, c'est un travail que j'ai eu beaucoup de mal à faire parce que, en fait, je considérais qu'il n'y avait pas de problème. Moi, je faisais tout pour mes enfants. Je ne voyais pas où était le problème, en fait. En fait, je n'arrivais pas à comprendre que le problème, c'était que je faisais tout et trop pour mes enfants. Voilà, ça a été, ça a été très difficile pour moi de le comprendre et de l'entendre parce que pour moi, voilà, c'est normal de tout donner et de passer après. Il m'a fallu vraiment des mois et des mois et des mois et des mois de suivi pour comprendre que, déjà, pour identifier mes stresseurs, les ressources que j'avais mis en place qui n'étaient finalement pas suffisantes, et puis comprendre ce qui s'était passé dans ma vie de maman, dans ma conception aussi de la parentalité avant d'être maman. Donc vraiment, on est reparti très loin dans les schémas parentaux aussi. Voilà, comment étaient mes parents, ce que j'ai reproduit ou pas. Enfin, vraiment, il y a un vrai travail là-dessus qui se fait généralement pas seul, parce que c'est trop compliqué quand on est trop mal de faire ce cheminement seul. Voilà. Et ensuite, après tout ça, il va falloir essayer effectivement de rééquilibrer notre vie de maman et de parents et de papa pour dire, parce que bon, j'insiste aussi sur les papas, le burn-out parental, il n'est pas que maternel, hein, même si 2 tiers des mères sont concernées, il y a quand même 1 tiers des pères. Mais bon, là, on parle quand même un peu plus des mamans. C'est vraiment rééquilibrer cette charge mentale. Il faut la rééquilibrer absolument. Il faut qu'en face, il y ait quelque chose pour se remonter le moral. Moi, c'est ce que je dis. Par exemple, moi, je donne un exemple très simple. Quand je sais que pendant une semaine, mon conjoint n'est pas là, et toutes les phases où je peux être sans mes enfants, c'est-à-dire quand ils sont à l'école, je vais ponctuellement me mettre un rendez-vous avec une copine, un massage pour ceux qui peuvent se le permettre financièrement. C'est des choses simples, hein, un temps où je suis allongée sur mon lit et je regarde une série Netflix. Mais en tout cas, je vais avoir du temps pour moi qui va permettre d'équilibrer tous ces temps où je vais être un peu en mode galère avec mes enfants et sans relais parce que le papa n'est pas du tout là pendant une semaine. Et ça paraît aussi très simple et très basique, mais dans les faits, on a du mal à le faire. On a beaucoup de mal à le faire. On culpabilise, on se dit je suis restée allongée, au lieu de rester allongée, j'aurais dû m'occuper du linge, etc. Moi, dans les périodes où je suis toute seule sans mon conjoint, le linge, c'est vraiment, c'est un maintenant. Hein. Maintenant que je vais mieux, que j'en suis sortie, c'est secondaire, quoi. La panière de linge, elle va déborder, je la ferai quand je pourrai. En fait, ma priorité, c'est d'être bien avec mes enfants, de ne pas me déséquilibrer. Voilà. De ne pas me déséquilibrer. Voilà. Et de ne pas retomber dans ces injections qui sont omniprésentes pour nous, les mères. Voilà. Tu sais, c'est sois forte, sois parfaite, fais des efforts. Les fameux, les drivers de l'analyse transactionnelle qui nous disent toute petite, hein, oui, mais là, c'est bien, mais tu peux mieux faire. Allez, arrête de pleurer, sois forte. Bon, allez, sois sage, fais plaisir. Et qu'on garde à l'âge adulte qui sont là, des messages, mais insidieux. Si on ne fait pas attention, ils sont là. Et je trouve que les clés pour s'en sortir, c'est se reconnecter à cette petite voix qui est là. Qu'est-ce qu'elle nous dit exactement? Et où est-ce que nous, par rapport à cette petite voix, on a envie d'être? Est-ce que cette petite voix, c'est vraiment nous? Et souvent, ce n'est pas le cas. Parce qu'en plus, tu le dis, l'éducation positive, bienveillante, tutti quanti, Montessori, patati patata. Moi, je cite des noms, ça me va bien. Ouais. Génial, ça nous a donné des clés, ça nous donne des éléments d'une éducation différente de celle que nous, on a eue enfant. Mais ce n'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Et est-ce que ça nous convient à nous dans notre organisation de vie? Pas forcément. Pas forcément. Est-ce que moi, j'aime faire des ateliers manuels les mercredis? Non, j'ai des périodes où j'ai envie, et puis j'ai d'autres périodes où j'ai pas envie. Ça fait pas de nous des mauvaises mamans. Et ça, c'est très important de le dire aussi. Oui. Il faut et je voulais aussi rajouter quelque chose. Pour moi, c'est important parce que souvent les mamans m'écrivent en me disant super, ouais, t'es hyper fort, tu t'en es sortie et tout va bien dans ta vie. Non, absolument pas. Moi, je ne veux pas donner l'image d'une maman qui va super bien et qui a tout réussi dans sa vie parce qu'elle s'est sortie d'un burn-out. C'est faux. Je suis plus en burn-out. Ça veut dire que je sais
maintenant comment me rééquilibrer. Mais je me déséquilibre tout le temps, tous les jours. Tous les jours, je me déséquilibre. Mais je ne me déséquilibre plus de façon chronique. Et je sais que rapidement, demain ou après-demain, je vais retrouver l'équilibre parce que je sais comment faire et je me connais maintenant et je sais ce qui me convient et ce qui ne me convient pas. Mais ça ne veut pas dire que je suis une Wonder Woman maintenant parce que je me suis sortie de mon burn-out et que je ne suis plus en difficulté dans mon rôle parental. Dire ça, ce serait faux. Ce serait faux. Et aussi, je trouve que c'est important de dire aux parents qui nous écoutent que la persistance du doute en tant que parent, elle est nécessaire, elle est importante. L'ambivalence, elle est aussi présente et zéro ambivalence, ça n'existe pas. Zéro culpabilité, ça n'existe pas. Et en fait, quand on en a conscience, en fait, on arrive à vivre avec et on arrive à se dire, ouais, bon, bah, c'est normal, je suis un peu coupable là aujourd'hui, mais voilà, ça fait pas de moi une mauvaise maman non plus. Allez, on passe à autre chose. Voilà. Et je pense que c'est important de le dire parce que dans certains programmes pour sauver les mères épuisées qu'on m'envoie, dont je ne fais pas la pub sur mon compte Instagram, je vois beaucoup de ça. Je vais t'aider à avoir zéro culpabilité. Ah bon? Enfin, moi, je trouve ça fou parce qu'en fait, non. Vivre sans culpabilité, je ne crois pas que ce soit possible quand on est parent. Voilà, je crois que c'est important de le dire. C'est une émotion, un ressenti qui est important d'écouter en fait. Qu'est-ce qu'elle vient me dire? Exactement. Qu'est-ce que ce petit truc là qui me titille à la porte là est en train de vouloir me dire? Et là, ce que tu viens de dire, alors franchement, hier j'ai fait une masterclass qui s'appelle Comment trouver l'équilibre dans ton quotidien et ta charge mentale, même si tu te sens submergé, parce que voilà, pour moi l'organisation c'est un soutien fort, mais un problème d'organisation est rarement un problème d'organisation. Et j'ai terminé en leur disant que oui, j'avais trouvé ma cohérence. Donc ma cohérence, c'est mon équilibre aujourd'hui, mais que comme tout un chacun, bah, il y a des fois où je le perds cet équilibre. Tu vois, là, les 4 derniers mois, j'ai perdu mon équilibre, honnêtement. Je le dis, je me suis surchargée, je suis fatiguée, je suis malade depuis 3 semaines. Mon corps, il m'a donné des maux de tête en décembre parce qu'on dit, Audrey, lève le pied, lève le pied. Et ça, quand on sait, on sait. Donc, tout de suite, j'ai fait un peu machine arrière, voilà, je mets en place des choses et je vais retrouver mon équilibre. Je le sais. Ouais, tu vois, on a ça. Et c'est pas parce que on est aujourd'hui en ligne ou qu'on parle de certains sujets ou qu'on est coach ou cadre infirmière ou peu importe, qu'on n'a pas des failles, qu'on n'a pas des faiblesses. Par contre, on a cette capacité de savoir mieux les identifier aujourd'hui et donc de savoir se dire, OK, là, j'ai été trop loin. Ça sert à rien que je culpabilise, ça sert à rien que je m'auto-flagelle, ça sert à rien que et pourquoi. C'est comment aujourd'hui, qu'est-ce que je peux changer pour aller mieux moi? Parce que si je vais mieux moi, ma relation avec mes enfants ne sera que meilleure et eux seront mieux aussi et je leur donnerai un exemple. Moi, je sais que ça m'a beaucoup boosté, ça, ce côté. Quel exemple je veux donner à ma fille? Moi aussi, c'est quelque chose qui me booste aussi. Et tu sais, dans ça, quel exemple je veux donner à ma fille? Je ne veux pas aussi donner que l'exemple d'une maman forte parce que je ne suis pas que ça et que dans la vie, eh ben oui, ça arrive. Ça arrive d'avoir des difficultés, des fragilités, des moments plus compliqués. Et en fait, moi, j'ai beaucoup parlé à mes enfants de ce burn-out et en fait, on a mis beaucoup de mots dessus. Et en fait, ils savent que maman a été très, 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 très fatiguée, très, très triste et en difficulté avec eux. Ils le savent. Et je crois que voilà, on peut avoir envie de montrer de temps en temps qu'on est une Wonder Woman, machin, tout ça. Pourquoi pas? Chacun fait comme il veut. Mais je crois qu'il ne faut pas avoir honte aussi de montrer qu'on n'est pas que ça. Voilà. Au contraire, moi, c'est ça vraiment l'idée que je veux montrer à ma fille, de cette dualité qu'on peut avoir, forte et fragile, sage, sauvage, tu vois, se dire, maman, elle a le droit de te dire, je suis fatiguée. Je suis fatiguée, on va s'allonger dans le canapé. Parce que moi, je ne veux pas que quand elle sera adulte, si elle devient un jour maman, qu'elle se sente obligée, qu'elle s'oublie, comme nous on le fait ou on l'a fait, et au contraire qu'elle puisse être elle pleinement et transmettre ça à ses enfants, d'être pleinement soi. Ça ne veut pas dire qu'on aime moins ses enfants, ça ne veut pas dire qu'on est une mauvaise mère, qu'on est une moins bonne mère. Simplement, on choisit de ce que l'on veut véhiculer, des valeurs que l'on veut transmettre à nos enfants. Est-ce qu'on veut répéter le schéma? Et c'est pas en plus, tu sais, c'est dur. Là, on est en plein héritage familial. C'est difficile de se dire oui, si je vais. Non, c'est pas
mon éducation est telle qu'elle est, je ne la rejette pas, je ne la repousse pas. Elle a fait de moi celle que je suis aujourd'hui. J'ai simplement peut-être envie de donner quelque chose de différent à mon enfant. Et il y a aussi cet héritage familial qui est dur à gérer. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça peut être très dur à gérer. Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai la chance d'avoir vraiment une famille hyper bienveillante, hyper aux petits soins, et vraiment, je n'ai rien à dire. Mais sur ma cellule familiale, mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de témoignages de mamans qui ont une cellule familiale très toxique et pour qui c'est quand même hyper difficile quoi, de s'en sortir et de ne pas sombrer quand tu vois certains propos qui sont dits par des membres de leur propre famille. Ça, moi, des fois, ça me paraît dingue, quoi. C'est ça. Ça me Donc là, paraît dingue. De se construire autour de ça, c'est quand même pas facile. ouais. Donc là, on le redit, on ne reste pas seul face à ça. Et c'est encore plus difficile quand on a une cellule familiale, une cellule de proche qui est non aidante, qui est Ouais, culpabilisante, qui est non toxique, soutenante. ouais. Parce qu'on n'a Tout pas à fait. tout, hein, effectivement, cette capacité de pouvoir s'appuyer sur un conjoint, sur ses Ouais, parents, sur de dire, tu vois, de pouvoir dire les choses sans avoir peur d'être jugé, sans leur dire, mais ma pauvre Lucette, tu crois qu'on a fait comment, nous bah, c'est bon, quoi, t'as tout, voilà, en plus, tu finis à telle heure, c'est bon, tranquille, c'est royal ta vie, arrête de te plaindre. mm, Euh, mm, je sais qu'il y en a qui le disent, mais si vraiment vous sentez que en vous, il y a quelque chose qui va pas, faites-vous aider, faites-vous accompagner. Il n'y a pas de mm. honte à ça. Imaginez, moi souvent ce que je donne comme moteur, c'est vos enfants. Qu'est-ce que vous voulez donner à vos enfants? Est-ce que vous voulez qu'ils voient? Et moi j'ai une cliente qui m'a dit une fois qu'elle avait été hyper peinée parce que sa fille, qui 14 ou 15 ans, lui a dit, mais moi maman, je veux jamais d'enfant. T'as vu comment t'es? T'as vu dans Ouais, quel état ça t'a mis? Je veux pas d'enfant. Et là, elle s'est pris une claque parce que ouais. c'était Après, bon, ça sera son choix, mais c'est vrai que pour voilà. une maman, oui, c'est sûr que Entendre ça ça, c'est fait dur. entendre ça, ben oui, C'est c'est ça. sûr. Mais Donc, après, c'est la réalité aussi de nos jours, hein, c'est que quand oui, même, faire des enfants, je trouve que c'est important que nos enfants voient que c'est une chose qui n'est pas simple et que peut-être que ça leur, de nous voir comme ça en difficulté, ça leur donnera peut-être pas envie. Mais écoute, peut-être que ça éviterait aussi d'être en burn-out ou de tomber en dépression. Voilà, on peut être épanoui sans avoir d'enfant aussi. Donc tout à fait. voilà, je pense que c'est pas grave. Après, je voulais revenir sur un point aussi sur l'accompagnement parce qu'on en a Oui, beaucoup parlé, mais je voulais dire que c'était pas une injonction, qu'il fallait prendre son temps. On n'est pas oui. toujours prêt au moment T d'aller se faire suivre parce qu'il y a plein de raisons. Moi, je pense aux mamans qui sont toutes seules, qui n'ont pas de, voilà, qui sont toutes seules avec leur enfant, Oui. qui financièrement sont en difficulté et qui comptent les centimes à la fin du mois, donc elles n'ont pas les moyens Mm, d'aller consulter voilà, un psychologue ou un psychiatre, etc., ou même leur médecin traitant, parce qu'il faut quand même avancer les frais. Voilà, on dit il y a des centres médico-psychologiques, c'est gratuit, mais il y a des listes d'attente de très 6 long. mois. Donc voilà, je voudrais dire que quand même, on a conscience que, enfin moi en tout cas en tant que professionnel de santé, en santé mentale en plus, j'ai vraiment conscience que c'est pas si simple que ça d'aller consulter. C'est un vrai problème de santé publique en France aujourd'hui, c'est qu'en fait les gens ne vont pas bien et ne peuvent pas consulter pour diverses raisons et c'est grave. Voilà. Mm, Et ça c'est très important. Donc voilà, ne culpabilisez pas, essayez de contacter des structures gratuites, etc., d'en parler à vos proches, vos proches. etc. Mais je comprends aussi que pour certaines, ce soit une démarche très difficile à faire et voilà, c'est une démarche qui prend du temps. Oui. Je le dis parce que moi, j'ai mis plus d'un an à consulter et je voyais bien que ça n'allait pas et j'ai mis plus Oui. d'un an à consulter. C'était pas pour le côté financier, je pouvais me payer une consultation, mais c'était surtout la honte, quoi. La honte d'aller consulter pour dire je suis fatiguée d'être mère, en gros. Donc, ce n'est pas simple et chacun sa temporalité, chacun son rythme pour réussir à arriver à cette étape-là. Même si, bien sûr, je ne peux pas vous dire prenez tout votre temps, etc. Parce que plus vite vous allez consulter, Oui. moins vous sombrerez fort. Donc, mais il faut avoir conscience aussi des difficultés des personnes pour consulter. C'est une vraie réalité en santé publique en France au jour d'aujourd'hui. C'est ça, et je pense que tu as fait le tour là, des difficultés de ne pas trouver le médecin traitant, déjà, de ne pas avoir les moyens financiers et de ne pas se sentir prête. Je trouve que ça, c'est important de dire, parce que c'est vrai que tout à l'heure, on dit il faut. Ouais. C'est difficile. C'est le côté, ça fait peur aussi, ça fait peur de se retrouver face à soi-même. Ça Mm. fait
c'est culpabilisant de se dire, mais en fait, je suis une mauvaise mère et je vais devoir le dire à quelqu'un. Oui, tout à fait. Alors que vous n'êtes pas une mauvaise mère. Mais c'est tout ce côté, encore injonction qui est là, qu'on pense. Donc, peut-être que parfois, le premier petit pas, c'est juste déjà d'en prendre conscience. C'est déjà important Oui, de prendre l'acceptation. conscience. Le Voilà, premier comme tu point. disais tout à l'heure, l'acceptation. Alors, moi, je ferais 2 points. Je dirais prendre conscience, c'est une chose, et accepter, c'en est une deuxième, tu vois. Prendre conscience qu'il y a des trucs Tout à fait. il y a des signes qui sont qui vont pas. L'accepter, en parler. En parler à la personne qui partage votre vie, s'il y a une personne qui partage votre vie. Savoir dire à vos enfants, non, ce soir, elle est un peu fatiguée. Et puis, à des proches, famille, si c'est possible, amis. Et si on ne se sent pas d'aller voir un médecin, si on ne se sent pas d'aller voir un professionnel, c'est peut-être trouver effectivement une association ou te contacter toi ou me contacter en disant SOS, SOS. Oui, tout à C'est fait. ça en fait. Parce qu'on est en mode, des Tout à fois, on peut mettre SOS, je ne sais plus, je ne sais pas, je ne vais pas fait. bien et je ne sais pas comment le dire, je ne sais pas comment l'expliquer, parce qu'on n'a pas les mots aussi. Il y a ce côté aussi, je sens que ça ne va pas, mais je ne sais pas dire pourquoi. Oui, tout à fait. On n'a pas forcément les mots. Et c'est bizarre, mais moi, souvent, je reçois des messages de maman qui me disent: Oh là là, ben, je ne sais pas pourquoi je t'écris. Il est 2 heures du matin, je suis tombée sur ton compte. Tu dois te dire que je suis complètement tarée de t'écrire alors qu'on ne se connaît pas. Mais voilà, j'avais besoin de parler et tout ça. Et en fait, on discute, on discute, on discute. Et au final, au bout d'une semaine, ben, voilà, moi, pardon, mais j'ai pas 10 000 conseils à donner. Super fun, à part vous dire d'aller vous faire suivre parce que je ne fais pas de suivi, ce n'est pas mon métier. Enfin, je suis cadre infirmière, mais voilà, actuellement, en plus, je n'exerce pas. Et en plus, quand bien même j'exercerais, je ne ferais pas ça sur les réseaux sociaux. Donc, je dis toujours la même chose. Et en fait, après, c'est vrai que finalement, bizarrement, d'avoir discuté avec une inconnue qu'on ne connaît pas, on arrive un peu plus à mettre des mots sur ce qui nous arrive. On se lâche un peu, finalement. Et au final, je reçois un message des fois 2, 3 semaines après, même un mois après, pour dire ouais, coucou Tolérance, c'est juste pour te dire que ça y est, j'ai consulté et tu avais raison. Et en fait, c'est pour ça que ce compte, en fait, il est important pour moi parce que je me dis si une maman passe par là et se reconnaît dans ce que je peux dire ou écrire et arrive à aller consulter, ben, même une maman, c'est déjà énorme. très bien. C'est déjà énorme parce que sans suivi, on sait les dégâts que ça peut faire. Oui, tout à fait, tout à fait. Merci Tolérance, vraiment merci pour tout ce partage. Merci à toi. Tout ce que tu nous as donné aujourd'hui de toi, de ton parcours, de ta vie. Je souhaite aussi qu'à travers ce podcast, on éveille un peu les consciences. Messieurs, si vous écoutez, vous êtes aussi concernés. On est tous concernés en fait parce qu'on peut tous et toutes avoir un proche, une proche qui est dans cet état. Alors, si vous avez des proches qui sont dans cet état, je pense que tu me rejoindras, Tolérance, vous ne pouvez pas les sauver. S'ils ne sont pas prêts à être sauvés, ce n'est pas votre rôle de les sauver. Ça s'appelle le syndrome du sauveur et vous n'allez pas les aider. Donc là, c'est aussi difficile parfois quand on est extérieur et qu'on voit quelqu'un qui sombre comme ça. Pour terminer, en fait, comment quelqu'un qui est extérieur et qui voit une personne de sa famille, un ami, une amie, sombrer, qu'est-ce que l'on peut faire quand on est extérieur sans sauver cette personne parce que ce n'est pas notre rôle et qu'on ne va pas l'aider. Qu'est-ce que tu ferais, toi? Ce qu'on peut faire, c'est déjà dire que je te vois, je te vois, je t'entends, je sais que ça ne va pas, je vois bien que ça a l'air difficile, parce qu'on a besoin de reconnaissance dans ces moments-là, on a besoin de légitimité. Et donc, la légitimité, on en a besoin dans les mots. Donc, je trouve que ça, c'est déjà très important de dire à la personne, voilà, je sais que tu vas pas bien, si tu as besoin d'aide, je suis là. Dis-moi comment je peux t'aider. Ça, c'est des phrases que je n'ai pas eues et je pense que ce sont des phrases qui font du bien. C'est des phrases très simples. Hein. Si tu as besoin que je te garde les enfants, n'hésite pas, je peux te les garder, je peux même te les prendre un week-end. Parce qu'en fait, on a besoin de souffler, on a besoin d'être sans nos enfants dans ces moments-là. Mais en fait, on se sent un peu piégé dans ce rôle parental où on se dit, mais comment faire? De toute façon, moi, je suis la maman, je peux pas laisser mes enfants pour aller me reposer. Ça ne se fait pas. Et donc, en fait, d'avoir quelqu'un qui potentiellement pourrait les garder, je trouve que ça aide déjà pas mal. Après, on peut aussi proposer d'accompagner la personne au premier rendez-vous médical qui est, on l'a dit tout à l'heure, une étape qui est très, très difficile à faire seule, très, très difficile. Donc, ça peut être une proposition. Est-ce que tu as besoin que je t'accompagne? Est-ce que tu as besoin que je t'aide à trouver un médecin? Enfin, voilà, ça peut être des choses assez basiques.
Et puis, surtout, faire comprendre à la personne que vous êtes là et que en cas de besoin, vous serez toujours là. Voilà. Et que vous ne jugez pas son état actuel. Voilà. Parce qu'on a peur du jugement. On a honte et on a peur du jugement. C'est tendre la main, en fait. Tout à fait. Tout à fait. Vraiment, faites attention de ne pas vouloir pousser, de ne pas forcer les personnes. Si elles ne sont pas prêtes, elles ne sont pas prêtes. Soyez une oreille attentive, une épaule, un bras, un geste, préparer à manger. Des fois, c'est un truc, moi, ça, je crois, quand j'ai accouché, on m'avait pas dit, hein. J'avais pas de cuisine, j'étais en travaux, mon mari partait en déplacement. J'ai repris tous mes kilos de grossesse en 2 mois parce que j'avais pas le temps de manger, j'avais pas l'énergie, donc je mangeais ce que j'avais sous la main. Et j'ai une amie qui m'a dit, moi maintenant, quand j'ai une personne qui accouche, je lui offre un abonnement Kitok ou un truc comme ça. C'est pas grand-chose. Ouais, c'est Mais super. c'est tellement le truc, mais qu'on va pas oser vous dire, mais qui va faire tellement bien. Donc, ça peut être des petites choses comme ça. Et juste ouvrir la porte, entrouvrir la porte, dire je suis là, si tu as besoin, tu m'appelles, je suis à l'écoute. Voilà, c'est tout. Ouais, tout à fait. Et un petit appel, un petit texto aussi, ça fait du bien des fois. Ça fait du bien. Voilà, je pense à toi et ça te dirait d'aller boire un petit verre. Viens, on va au parc avec les enfants, d'être là, à deux, jouer au parc, de manger une glace, j'en sais rien. Bon, là, on est au mois de février. Tout à fait, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a beaucoup de solitude parentale. Enfin, la solitude parentale, elle est terrible. C'est aussi ça qui est un des facteurs du burn-out parental, c'est la solitude. La solitude. On peut être en couple et être très seul. Je l'ai été et il a fallu que je sombre pour que voilà. Pour le voir, le reconnaître. Pour le voir, pour que voilà, mon couple était à terre, il a fallu tout reconstruire et voilà, parce que j'étais en couple, mais j'étais très seule, très très seule, tout à fait. Même quand il était présent. Oui. Il y a cette barrière ou ce fossé, je ne sais pas comment on peut l'imaginer, peut se créer. Et cette image aussi que l'on veut renvoyer, que tout va bien, qu'on sait gérer. Tout à fait. Qu'on est une maman multicasquette, c'est bon, tout va bien, je gère, mais je gère pas. Ouais. Et comme tu dis, cette honte de se dire, mais je suis pas capable de gérer, alors que pourtant, il y a tellement de femmes, tu sais, ce côté comparaison aussi, mais vous ne savez pas ce que les autres femmes vivent. Vous ne savez pas si les autres femmes n'ont pas une femme de ménage, n'ont pas une copine, n'ont pas une mère, une grand-mère qui vient les aider. Vous ne savez pas aussi Est-ce que vous montrez que ça va pas? Non. Et pourquoi elle le montrerait si vous le montrez pas? Oui, tout à fait. Et ça va aussi avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. On voit beaucoup d'intérieurs blancs, rangés. C'est sûr, c'est très joli, ça fait rêver. On a l'impression que cette maman, elle déchire, quoi. Dans ses stories, on voit qu'elle fait tous ses repas maison, etc. Moi, la première, franchement, des fois, je me dis, attends, elle arrive à faire tout ça. Mais en fait, voilà. Tant mieux pour elle. On n'est pas là pour dénigrer les autres, au contraire. Mais en fait, on s'intéresse seulement à soi et à se dire, moi, est-ce que ce mode de vie me conviendrait? Est-ce que moi, là, j'arrive à tout faire maison? Si j'arrive pas, c'est pas grave. Du coup, l'important, c'est quoi? C'est que mes enfants soient nourris de façon plus ou moins équilibrée. Des fois, ça sera peut-être plus équilibré que d'autres, mais est-ce que finalement, c'est si grave que ça? Est-ce que ça fait de moi une mauvaise maman? Je ne crois pas. Donc, en fait, c'est ça qui reste important. Moi, je trouve que le message important, tu l'as dit aussi, c'est le temps qu'on passe avec eux. Ce qu'on leur donne, ce qu'on leur véhicule. Qu'elles mangent des brocolis ou qu'elles mangent des pâtes, ma fille, elle va pas m'en vouloir. Il y a que moi, en fait, qui vais culpabiliser parce qu'elle n'aura pas mangé ses brocolis. Il y a que moi qui vais me dire, ah là là. Elle, tout ce qui compte pour elle, c'est que j'ai pu jouer avec elle, c'est que j'ai pu passer ce temps avec elle, que j'ai pu lui donner cette marque d'affection, que j'ai pu être à son écoute. Et si pour ça, hier soir, exemple, elle a fait un plateau télé, voilà, elle s'est mangé un petit wrap avec 2-3 bricoles dedans, et c'était la petite fille la plus heureuse du monde. Et moi, j'étais avec elle, au canapé, on regardait. Elle ne regarde pas beaucoup l'écran parce que je pense quand même que c'est pas génial, mais c'est ok. Voilà, c'est ok. Et j'ai longtemps été ok avec ça. Franchement, j'ai travaillé sur moi parce que en fait, c'est dur. Il faut que ce soit ok pour soi, en fait. Il faut que ce soit ok pour soi, en fait, pas pour les autres, mais pour soi. Comme tu dis toi-même, elle regarde pas beaucoup d'écran parce que voilà, moi je trouve que voilà, un peu ça va, mais pas trop. C'est ta façon de voir les choses. Une autre maman dira, moi, il regarde des écrans, voilà, peut-être un peu plus que toi, par exemple. Oui. Mais c'est pas grave, en fait. Si tu arrives à trouver ton équilibre comme ça, il n'y a pas de souci. Si tes enfants font autre chose, tant mieux. Voilà, je pense qu'il faut
Effectivement, la comparaison, des fois, peut faire du bien. On peut se comparer à des gens et ça peut donner des idées pour plein de choses. Tout n'est pas négatif dans la comparaison, mais il faut faire attention à ne pas vouloir calquer la vie des autres. Parce qu'en fait, effectivement, comme tu disais, on peut jamais savoir ce qui se passe chez les autres. Et puis, en plus, ça sert pas à grand-chose, en fait. Ça sert pas à grand-chose, finalement. Il vaut mieux avoir sa propre vie et sa propre façon de fonctionner. Et c'est tellement plus passionnant. Ouais. Eh bien, qu'est-ce qu'on en a dit comme de belles choses? Donc, Tolérance, on te retrouve sur le compte Instagram Maman en Burnout. Je mettrai bien sûr le lien dans le descriptif de cet épisode et je tenais vraiment à te remercier. Sujet important, sujet à controverse, qui fait débat, mais je trouve pourtant tellement... c'est presque un sujet vital pour moi aujourd'hui, qui nécessite d'être écouté, d'être entendu, d'être su, enfin tout ce qu'on veut. Donc vraiment, merci et je vais te laisser avoir le mot de la fin. Merci à toi. Écoute, je voudrais vraiment te remercier parce que je prends finalement très peu la parole et j'ai trouvé ton approche en tant que coach très intéressante parce que je dis souvent que on peut pas se faire suivre par un coach pour un burn-out parental ou une dépression. Ça veut pas dire que je trouve que les coachs n'ont pas leur place, hein. Non. Et je trouve que tu as cette sensibilité-là et pour moi, c'est ce qui a fait que j'ai accepté ce podcast. Aussi parce que j'ai vu ton compte et j'ai trouvé tes posts très pertinents. Et voilà, et je voulais dire aussi aux mamans qui nous écoutent que vous n'êtes pas seules, que ça peut arriver, que je suis passée par là. Donc, je n'ai pas la prétention de dire que je sais ce que vous traversez parce que franchement, chaque burn-out est différent. Mais je pense que vous avez besoin d'entendre que vous êtes légitime et qu'on s'en sort. On s'en sort, on ne reste pas en burn-out parental toute sa vie. Les études le prouvent. Avec un bon suivi, on peut même s'en sortir assez rapidement. Et donc, je pense qu'avec le temps qu'il vous faudra, mais un jour, vous allez réussir à dépasser la honte et vous allez réussir à dire à votre entourage, aux gens qui ont besoin de le savoir, que actuellement, vous êtes en difficulté dans votre rôle parental, mais que ça va aller, que vous allez tout faire pour vous en sortir et que ensuite, ça va aller. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Super, merci beaucoup, Tolérance. J'espère qu'on se reprendra et qu'on aura l'occasion de Avec reparler. plaisir. Et vraiment, du fond du cœur, merci. Merci. Alors, est-ce que cet épisode a été à la hauteur de vos attentes, à la hauteur de ce dont je vous ai parlé pendant l'introduction? Je pense que oui. Vraiment, j'ai adoré enregistrer cet épisode avec Tolérance et je crois qu'elle a partagé ce point de vue. Ce qu'elle vous partage à la fin sur ma vision du coaching. On n'est pas vous trouverez pas sur ma cohérence la perfection. Pourtant, j'ai été dans cette volonté, ce souhait d'être parfaite. Et encore aujourd'hui, des fois, j'ai du mal à me dire, attends, Audrey, comment tu peux accompagner telle personne, toi-même, t'es pas hyper OK avec ça, tes habitudes machin, ton sport bidule, ton poids là, t'es pas OK. Donc, j'ai du mal encore à travailler ce côté, je ne suis pas parfaite, mais je peux vous aider quand même. C'est difficile pour moi, il y a un truc là-haut qui bug, mais c'est une réalité. Et ce n'est pas besoin d'être parfaite pour vous accompagner et vous guider. Sachez-le, c'est OK, et vous ne trouverez pas sur le compte de ma cohérence la perfection qui vous fera culpabiliser parce que ma maison, elle est nickel, parce que je fais manger des légumes verts à ma fille tous les jours. Non, ce n'est pas le cas. Donc on est OK là-dessus, et ça va bien. Le coaching, c'est un accompagnement, une connexion, une aide. On peut travailler à la fois en coaching et être en suivi psy. Les deux ne sont pas incompatibles. Attention. Moi, je vous le dis, par exemple, si je prends l'accompagnement créatrice, oui, on fait systématiquement une séance découverte, un appel découverte, une session bilan, vous appelez ça comme vous voulez avant. Pourquoi? Pour vous dire, attention là, créatrice, c'est pas ça dont tu as besoin aujourd'hui. Peut-être que tu as besoin d'un suivi médicalisé. Et reviens de voir dans créatrice après parce qu'on ne travaille pas les mêmes choses. Oui, c'est pour ça aussi qu'on a besoin de ce rendez-vous. Et là, je pense par exemple à Florie, à qui j'ai su dire à un moment, Florie, aujourd'hui, tu n'es pas en état d'intégrer créatrice. On va faire autrement. Parce que tous ces coachs qui vont vous vendre du rêve, qui vont dire oui, mais si, tiens, on va faire ça, pam, pam, pim, pam, poum, ça va te prendre temps, nana. Attention. Les coachs qui ne sont pas formés ou qui sont formés, mais qui sont hyper dans l'injonction, mais si, tu dois réaliser tel objectif, tu dois faire ça, qui sont dans la culture du résultat. Si vous êtes en mode pré-burnout, ce n'est pas ce qui est le mieux pour vous. Par contre, si vous êtes dans une énergie positive, que vous avez envie de changer quelque chose, que vous avez besoin de dynamiser, que vous avez besoin d'avancer sur un projet, OK,
Trouver le bon coach, trouver la bonne personne pour vous accompagner. Mais l'étape 1, c'est prends conscience, on accepte, on demande de l'aide déjà. Vous pouvez me contacter sur Instagram, vous pouvez contacter par mail à audrey@macohérence.com pour dire Audrey, voilà, ma situation c'est ça. Qu'est-ce que tu penses qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Est-ce que tu peux m'accompagner? Et j'aurai l'honnêteté, la transparence de vous dire oui, je pense que avec telle et telle chose. Non, je ne pense pas. Ou alors, je vous demanderai tout simplement de prendre un rendez-vous en visio avec moi ou par téléphone si vous préférez pour un échange parce que vous imaginez bien des fois que par mail, on ne peut pas répondre à certaines questions. Donc, si j'en reviens au sujet du jour, ce burn-out, cet épuisement, si on emploie les termes normaux, il y a 3 phases. Reconnaissez les signes et les signaux. Acceptez que oui, ça vous arrive à vous et que non, ça n'arrive pas qu'aux autres et que c'est pas pour ça que vous êtes nul, que vous êtes inefficace, vous êtes une mauvaise mère et j'en passe. C'est OK. Juste maintenant que vous avez pris conscience de ça, l'accepter et vous demander comment inverser cette tendance, comment sortir de ce cercle vicieux. Ne culpabilisez pas, ne vous autoflagellez pas, ça n'aidera à rien. Pensez à vos enfants, pensez à vous, aux années à venir, aux belles années qui vous attendent pour vous dans cette relation qui est magique, maman-enfant ou papa-enfant. Il y a tellement de belles choses qui vous attendent et ce n'est pas une fatalité, les choses peuvent changer. Donc, on est à votre écoute avec tolérance. On reste disponible. Et moi, je vous donne rendez-vous cette fois-ci. Pas la semaine prochaine, puisque ce sera une rediffusion. Je serai en sommet, 15 conférences gratuites, disponibles. Pour celles qui écoutent cet épisode au moment de sa sortie, vous avez le lien. Vous allez sur le blog de Ma Cohérence et vous avez l'espace pour vous inscrire à ce sommet Femmes épanouies. Et sachez qu'en toute logique, j'en organise 2 par an. Mars, septembre, octobre. Mars, septembre, octobre. Donc, si vous rejoignez la communauté de Ma Cohérence et le podcast Le Bonheur me va si bien entre les deux, attendez le prochain, vous verrez, il y a plein de jolies pépites. Mais le podcast, lui, c'est toutes les semaines en temps normal, un nouvel épisode, parfois des invités magiques et magnifiques. Encore merci Tolérance et merci à vous de m'avoir écouté jusque-là, d'avoir tenu bon jusqu'au bout. Et je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous.